Chers amis, bonsoir. Donc, comme prévu, le plus étonnant miracle de la Vierge, à quelques 100 km de Saragosse, sur les bords de l'Èbre, en Espagne, se trouve une petite ville de 3000 habitants environ, nommée Calanda. C'est là que naquit Miguel Juan Pellicer. Il y fut baptisé le 25 mars 1617. Il va avoir 6 frères et sœurs, donc Miguel était l'aîné. En 1636, alors qu'il avait 19 ans, ce grand garçon comprit la difficulté que ses parents avaient pour nourrir leurs nombreuses familles du seul produit de leur champ. Il décida donc d'aller se placer chez un de ses oncles, fermier à Castellón de la Plana, du côté de la grande cité méridionale de Valence. Il s'y rendit par étapes et fut embauché comme valet de ferme vers le milieu de l'année 1637. Or, dit une des pièces du procès de Saragosse, alors une des pièces du procès parce que c'est une histoire qui a été rigoureusement vérifiée, qui a fait l'objet d'un procès pour qu'on vérifie bien que c'est une histoire authentique. Voilà, donc il y a des personnages très importants qui se sont penchés sur cette histoire, ça a été vérifié par l'archevêque, etc. etc. Donc, or dit une des pièces du procès de Saragosse, alors que Michel conduisait un chariot attelé de 2 mules, le garçon tomba de la monture qu'il chevauchait. L'une des roues du véhicule lui passa sur la jambe droite, écrasant le tibia qui fut rompu en son milieu. Donc une grave fracture, qui ne tarda pas à s'infecter. On transporte le blessé à l'hôpital de Castellón de la Plana, mais on se rendit compte que cet hôpital était trop petit, trop modeste, et on va transférer Miguel dans un autre hôpital, l'hôpital général de Valence. Le blessé ne va y séjourner que 5 jours. Devant la gravité de son état, on va le transférer dans un hôpital encore plus important, l'hôpital de Saragosse, qui était placé, cet hôpital, sous la protection de Notre-Dame de Grâce. Miguel arriva à cette nouvelle étape épuisé. Il alla aussitôt se confier à la puissance maternelle de la Sainte Vierge Marie, invoquée à Saragosse sous le nom de Notre-Dame del Pilar, parce que la statue de cette Vierge à l'enfant est placée sur le haut d'une colonne. Progressant non sans difficulté, et ayant consolidé sa jambe malade avec une béquille de bois, dit le dossier, notre pèlerin pénétra dans la chapelle, où il reçut pieusement les sacrements de pénitence et d'Eucharistie. Après quoi, il gagna l'hôpital. On était au 1er jour d'octobre 1637. On le transporta au service de chirurgie, où exerçait le docteur Juan Estanga, qui était titulaire de la chaire de chirurgie à l'université de la ville de Saragosse. Donc c'était un très bon médecin. Aidé de 2 autres médecins, Miguel Beltran, chirurgien lui aussi. Tous deux, donc les 2 chirurgiens, se rendent compte que le seul moyen de sauver le malheureux est d'amputer la jambe puisque l'infection est trop importante. Et ils vont couper la jambe de Miguel Pellicer, environ 4 doigts au-dessous de la rotule. Après l'opération, l'aspirant Juan Lorenzo Garcia, qui aidait les 2 chirurgiens pendant l'opération, va emporter la jambe coupée. Plusieurs personnes virent cette jambe, en particulier le prêtre Pascual del Cacho, économe de l'établissement. Aidé d'un compagnon, Garcia déposa d'abord le membre selon la coutume à la chapelle, puis s'en fut l'enterrer dans le cimetière de l'hôpital. Après avoir reçu les soins nécessaires et été pourvu d'une jambe de bois, Miguel quitta l'établissement. Il était encore très très faible, car sa plaie n'était pas encore guérie. Toujours confiant en la toute-puissance de la Vierge, notre malade se rendit auprès de la Vierge del Pilar, qui était donc invoquée à Saragosse, et devant cette Vierge brûlaient continuellement des lampes à huile, et 77 lampes à huile. Et les malades aimaient tremper le bout de leurs doigts dans cette huile pour ensuite oindre leurs plaies avec l'huile qui brûlait devant Notre-Dame del Pilar. Miguel ne manqua pas de les imiter. Mais les médecins de l'hôpital, qui continuaient de le suivre, lui disent que c'est pas une très très bonne idée, que s'il met de l'huile sur son moignon risque de ne pas cicatriser. Ça va être compliqué que la guérison soit totale. Mais Miguel ne les écoute pas et continuait à pratiquer fidèlement ses onctions.
Un jour que les prêtres de son village passaient par Saragosse, ils le virent assis parmi les mendiants du sanctuaire. Ils lui demandèrent pourquoi il ne retournait pas auprès des siens, à Calenda. Le malheureux estropié répondit qu'il n'osait pas. Il ne voulait pas être une charge supplémentaire à sa pauvre famille et une famille nombreuse, surtout qu'il ne peut plus travailler maintenant qu'il a une jambe coupée. Mais les prêtres de son village promettent de l'aider et ils ramènent Miguel à Calenda, où il va solliciter la charité. Il va être mendiant pour ne pas trop grever le budget de sa famille. Monté sur un âne que son père lui prête, il visitait les villages d'alentour, invoquant le patronage de Notre-Dame del Pilar, pour laquelle il gardait au cœur un profond amour. Le mendiant de Notre-Dame fut donc bientôt connu dans toute la contrée, et son infirmité aussi. Tout le monde se rend compte évidemment qu'il a une jambe coupée. Or, le 29 mars 1640, contrairement à ses habitudes, Miguel resta chez ses parents. Il devait ramasser du fumier en compagnie d'une de ses sœurs qui avait entre 10 à 12 ans. Malgré son pilon, sa jambe de bois, il transporta ce jour-là 9 charges de couffins sur le dos de son bourricot. Au soir de cette journée, un soldat appartenant à des troupes de passage reçut par les soins du notaire de Calenda, le seigneur Lázaro Macario Gómez, un billet de logement, l'autorisant à passer la nuit chez les parents de Miguel. Ceux-ci attribuèrent aux militaires la chambre de leur fils aîné, il fallait bien le loger quelque part. S'étant allégé de sa jambe de bois, Miguel fit voir son moignon aux soldats, puis prit part à la veillée, à laquelle participèrent plusieurs voisins. Vers les 10 heures, Miguel, fatigué et souffrant plus que d'habitude, à cause du travail qu'il avait fourni pendant la journée, quitta la compagnie et, aidé de sa mère, il s'installa tant bien que mal sur une couchette sommaire, aménagé dans la chambre de ses parents, puisque sa chambre était occupée par le soldat de passage. Allongé sur sa paillasse, il n'avait en guise de couverture qu'un manteau trop court pour l'envelopper de la tête aux pieds. Après avoir prié avec ferveur Notre-Dame del Pilar, Miguel ne tarda pas à sombrer dans le plus profond sommeil. Ses parents et leurs voisins, ainsi que le soldat, leur hôte, prolongèrent un petit peu la veillée. Ensuite, on se salue, et tout le monde retourne dans sa chambre. La maman, jetant un regard dans le coin où reposait son fils, laissa soudain échapper un cri de stupeur. De dessous le manteau qui le couvrait, 2 pieds dépassaient. Aussitôt, elle appela son mari, déjà alerté par le cri qu'elle avait poussé. Ce dernier souleva le manteau, pensant y trouver peut-être le soldat qui se serait trompé de chambre. À son grand étonnement, il reconnut son fils, dont la jambe coupée était entière et saine. Tandis que le père et la mère s'extasiaient encore devant ce spectacle, il remarque que le lieu où il se trouve est comme imprégné d'un parfum suave qui flotte dans l'air. Pendant ce temps, Miguel, lui, il dort à poing fermé. Son père le secoue. Dès que le dormeur ouvre les yeux, il lui montre qu'il a 2 jambes. Miguel, émerveillé, ne sait que répondre à ses parents qui lui demandent comment une telle merveille a pu se produire. Tout ce qu'il peut dire, c'est qu'en se couchant, il s'était recommandé, comme d'habitude, avec ferveur à la Vierge del Pilar, et que pendant son sommeil, il s'était vu en rêve transporté dans la chapelle de Saragosse. Là, près de la Vierge, il avait rêvé qu'il oignait son moignon endolori avec l'huile des lampes qui y brûlaient. Fous de joie, les parents du miraculé appelèrent leurs voisins qui accoururent malgré l'heure tardive. Arrivés dans la chambre, ils palpèrent à loisir la jambe droite de Miguel, se rendant ainsi à l'évidence, il avait bien ses 2 membres. Miguel leur fit observer que sa jambe droite était absolument semblable à celle qu'il avait eue autrefois. Il y retrouvait en effet, au-dessous de la trace laissée par le bistouri des chirurgiens, des cicatrices dues à des écorchures faites lors de ses courses en montagne quand il était enfant. Outre les parents, qui connaissaient l'état de la jambe de leur fils avant l'amputation, l'assistant en chirurgie de Saragosse, Juan Lorenzo Garcia, celui-là même qui avait enterré la jambe dans le cimetière de l'hôpital, exprima nettement son sentiment sur ce point. Il fut si surpris par cette ressemblance avec la jambe précédente, entre guillemets, qu'il alla au cimetière fouiller l'endroit précis où il avait enterré la partie du membre gangréné. Il n'y trouva absolument rien, même les os, qui normalement auraient dû subsister. Le lendemain matin, 30 mars, ce fut une véritable procession qui se dirigea vers l'église paroissiale de Calandra, afin d'assister à une messe d'action de grâce. Détail curieux, Miguel dut encore s'aider d'une béquille pour pouvoir marcher.
Ce fut que 3 jours plus tard que, progressivement, il va retrouver vraiment la faculté de se servir de sa jambe. Petit à petit, la chaleur naturelle va revenir dans sa jambe et son pied droit. Donc, petit à petit, ses orteils vont se redresser, sa chair reprend une teinte normale, perdant les marbrures violacées qui la couvraient, et peu à peu, le pied retrouva sa souplesse première. Alors, on devine avec quelle curiosité, tous les gens qui connaissaient Miguel dans les environs le virent repasser de nouveau, mais avec ses 2 jambes. Dans une des localités qu'il traversa, pour aller à Saragosse, pour rendre grâce à Notre-Dame del Pilar, un chirurgien voulut voir de près la jambe. Il mania le pied en tous sens, et alla jusqu'à donner un coup de lancette au talon pour vérifier s'il était bien vivant. Examiné, palpé, fêté par toute la population de Saragosse, et particulièrement par les chirurgiens qui avaient pratiqué l'amputation, Miguel fut convié devant l'archevêque. Ce dernier, après l'avoir vu et entendu, chargea un tribunal ecclésiastique de s'informer soigneusement de tout ce qui s'était passé. L'affaire fit un tel bruit que le miraculé fut invité à partir pour Madrid, où le roi lui-même, Philippe IV, désirait se rendre compte de la réalité du miracle. Le garçon s'y rendit. À sa vue, le souverain tomba à genoux, baisant respectueusement la jambe droite à l'endroit où apparaissait nettement la trace de l'amputation. Évidemment, Miguel, depuis ce jour, va se mettre au service de la Vierge del Pilar, et beaucoup de pèlerins vont avoir l'occasion de le voir dans le sanctuaire pendant 7 ans. Les chapelains du sanctuaire de la Vierge del Pilar à Saragosse le chargent parfois de missions de confiance, de missions délicates, et c'est sans doute au cours d'un de ces voyages qu'il meurt le 12 septembre 1647. Alors, la photographie n'existait évidemment pas à cette époque, mais on peut quand même trouver des tableaux de l'événement, dont l'un se trouve à la Sacristia Mayor de la basilique de Saragosse, où il montre la famille Pellicer arrivant le soir du miracle dans la chambre. Un ange tient une des lampes vues en songe par le miraculé, tandis qu'un autre emporte au ciel sa jambe de bois. Dominant la scène, la Vierge trône sur sa célèbre colonne. Au premier plan, la mère éclaire la pièce avec un vieux calène à huile, tandis que derrière elle, la petite sœur de Miguel lève les 2 bras en signe d'étonnement. Devant elle, son mari, agenouillé, contemple stupéfait la jambe droite de son fils. N'a-t-il pas en effet sous les yeux la plus grande des merveilles opérées par Notre-Dame? Donc cette histoire nous invite vraiment à nous confier avec une grande confiance à l'intercession maternelle de la très sainte Vierge Marie, qui, si nous lui faisons donc confiance, pourra faire des merveilles pour nous. À bientôt.